Le mouton à cinq pattes. Bonjour et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver Camille. Bonjour Camille. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, avec grand plaisir. Alors, Camille Coppens, je vais expliquer un petit peu ton histoire. J'ai pris quelques notes. Tu me diras si tout est correct. Si jamais j'ai oublié des choses, évidemment, tu n'hésites pas à intervenir, à m'interrompre, à me stopper. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va discuter de la création de ta marque. Incroyable, j'ai toujours rêvé de créer une marque de bijoux, donc j'ai hâte d'entendre ton histoire. Alors, mais Camille, tu crées en 2017, à moins de 30 ans, ta propre marque de bijoux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu es aidée par ta petite sœur, Tout à qui fait. est également actionnaire ou pas? Oui, tout à fait. Ok, donc vous êtes à deux, quoi. Donc on est vraiment à deux. On est 100% associés et c'était le but de s'associer, vraiment qu'elle ait autant de rôles que moi, autant de responsabilités aussi pour qu'on soit vraiment à deux dans cette nouvelle aventure. Génial. Alors, donc tu obtiens un diplôme en communication en relations publiques à l'IEX à Bruxelles. De là, tu fais un second master en gestion à l'EADA Business School Barcelone, où là, en gros, d'après ce que je comprends, c'est là où tu commences à avoir un petit peu l'excitation, on va dire, pour l'entrepreneuriat. Oui, tout à Euh, fait. ok, cool. Et du coup, d'abord, tu décides de lancer la marque Dazibao Mhm, tout à fait. dans le but de créer des bijoux de luxe qui soient également abordables, adaptables à la vie quotidienne. Exactement. C'était ça l'idée de base quand on a lancé, enfin quand j'ai lancé la marque. Génial. Donc, du coup, en fait, comme tu as dit, hein, j'ai fait donc master. Et puis après, je me suis rendu compte, du coup, après le master en communication, que j'avais pas spécialement envie de travailler dans le domaine de la communication, que j'avais fait des études qui m'avaient plu, mais je me voyais pas spécialement vraiment travailler là-dedans. Mhm. Et donc, du coup, c'était l'opportunité pour moi de refaire, si tu veux, une espèce de petite reconversion. Je me suis dit, je suis encore jeune, j'ai pas raté d'année, rien, Mhm. donc il est temps de refaire un petit master complémentaire pour vraiment pouvoir m'ouvrir peut-être plus de portes aussi que seulement la communication. Mhm. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait pour donc l'EADA à Barcelone, qui est donc un master en business international et en Mhm. management plus précisément. Et durant ce master, j'ai même suivi une spécialisation en entrepreneuriat. Donc, on pouvait avoir des petits cours en plus supplémentaires qui m'ont bien aidé. Alors du coup, moi j'ai deux questions pour nos jeunes auditeurs, on va dire. Bon, ou tous les auditeurs. Mais en gros, est-ce que au moment où tu arrives en réto, est-ce que tu sais directement que tu vas faire communication ou bien est-ce que plutôt tu te tâtes qu'est-ce qui se Alors, passe dans ta tête à ce moment-là? c'est pour moi le choix le plus difficile à faire dans sa jeunesse. Pour moi, c'était vraiment l'idée de. On me demandait en réto, mais où est-ce que tu te vois plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme métier? Et je trouvais qu'à ce moment-là, on était si jeune que pour pouvoir définir Mais comment on se oui. verrait dans quelques années. Donc, du coup, il y avait deux options. Soit je faisais quelque chose d'assez global. Il y avait notamment pas mal de mes copines qui allaient commencer à faire l'ICHEC. Donc, pour vraiment avoir un background où on peut presque tout faire après. Mhm. Et puis, je me suis dit, la communication, ça me dit quand même. Et puis, j'avais souvent entendu parler de cette école à l'IEX. Et j'avais un côté assez créatif aussi. Donc, je me dis, voilà, on peut peut-être allier les deux. Je me suis lancée, du coup, à l'IEX, mais sans vraiment savoir quelle serait la finalité. J'avais bien vu, évidemment, qu'après, on pouvait encore aller dans différentes options. Voilà, que c'était pas spécialement juste parce qu'on faisait un bachelier en communication qu'on est coincé en communication. Mais bon, voilà, c'est clair que c'était un petit peu aussi par processus d'élimination, on va dire. C'est ça. Et du coup, la deuxième étape, c'est bah, l'EADA, où là, tu vas plutôt aller vers l'entrepreneuriat. Est-ce que, de nouveau, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou alors pas du tout? Enfin, comment te vient un petit peu Mais c'est la juste, graine de l'entrepreneuriat? justement, c'est ça qui est marrant, c'est que pas du tout. Donc, j'ai donc un papa qui a toujours travaillé dans la finance et puis j'ai une maman qui est journaliste. Donc, vraiment, j'ai deux Ok. profils. Bon, après, ils étaient indépendants, hein, voilà. Donc, c'était deux personnes qui étaient indépendantes. Ils travaillaient pas spécialement pour des grosses structures C'est ça. au début non plus. Mais du coup, non, l'idée vraiment de devenir entrepreneur, c'était juste parce que moi, je savais, j'avais l'intime conviction que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Je savais que j'avais envie de me lancer. Je savais que j'avais envie de pouvoir être maître de mon temps, pouvoir vraiment faire ce qui me plaisait sans avoir trop de contraintes. Et puis aussi, je pense, au final, pour pouvoir me challenger aussi, énormément. Et donc, du coup, bon, évidemment, j'ai fait des stages dans une grosse boîte notamment chez Solvay.
Donc là où c'était très carré, j'étais dans un département dans les Investor Relations, donc c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment un 9-18, Ouais. avec pas mal de deadlines. C'était vraiment la vie de boîte. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était très bénéfique pour après, parce que j'ai appris énormément de choses, mais c'était pas le day-to-day auquel j'aspirais. Et donc, du coup, dès que tu sors de tes études, tu crées ta marque? Alors justement, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette opportunité d'aller à l'école à l'EADA, où on avait justement des professeurs qui nous boostaient et on a pu vraiment être suivis, même si on voulait commencer déjà à créer notre business plan, si on avait déjà l'idée. Le grand avantage, c'est que j'avais déjà l'idée dans un coin de ma tête, et puis j'ai pu être coachée, j'ai pu avoir vraiment des coachs qui m'ont aidé pour la réalisation même de mon business plan. Et je me souviens qu'un de ces coachs, c'était un prof en finance, donc pas spécialement un Rien à coach de voir. Ouais, vie ou ouais. quoi, qui m'a dit: t'as l'air assez convaincue de ton idée, t'es encore toute jeune, je te donne un conseil, c'est quand tu rentres en Belgique, lance-toi directement. Ne commence pas à postuler, aller dans une boîte parce que tu vas avoir ton confort de salaire, tu vas avoir peut-être des avantages comme une voiture, comme Ouais. des tickets repas, et puis ça va être difficile d'aller en arrière. Alors que là, si tu viens de zéro, ça va être plus facile pour toi de te lancer. C'est un Et excellent puis voilà, conseil. c'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est Je le vrai. remercierai encore pour le restant de mes Ah jours. ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'était... et je pense aussi que quand on a... J'avais du coup 23 ans, j'étais assez innocente. J'avais pas spécialement voilà, le point de vue que j'ai maintenant. Et donc du coup, voilà, c'était une opportunité unique de se lancer maintenant, un peu les yeux fermés. Et voilà, on m'avait bien boosté, on va dire. Ça, c'est génial. Et alors, du coup, là, tu me parles, t'es en quelle année? Donc là, t'es en 2017? Du coup, ça c'était en 2016. Mhm. Et puis, j'ai encore pris 4 mois pour terminer vraiment bien le business plan, pour rencontrer des gens en Belgique, pour aller voir les fournisseurs, pour retravailler un petit peu le tout. Et puis Mhm. là, j'ai lancé après. Bon, alors, comment est-ce que on lance une marque de bijoux? Par où on commence? Alors, du coup, évidemment, moi, j'ai une grande chance, j'ai un grand avantage, faut qu'on se le dise, c'est que mon beau-père était déjà dans les diamants et la personne qui est maintenant mon fiancé, lui aussi. Donc, forcément, j'avais Mhm. déjà un pied dedans. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi, ça a rendu la chose un petit peu plus facile, on va dire, parce que les connexions se sont faites plus rapidement. Mais du coup, bah, voilà, le fait de se dire, c'était un milieu avec beaucoup d'hommes. On a essayé plusieurs fois aussi, on m'a dit tu es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans, le diamant c'est quand même un secteur assez compliqué, il faut toujours être bien entouré, etc. Et moi j'avais comme excuse, je me dis oui mais de toute façon j'ai des personnes bienveillantes avec moi, mon beau-père m'a toujours bien guidé, bien conseillé, Ouais, etc. ouais. Donc je me dis si je ne le fais pas alors personne ne le fera. Non. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette porte qui a été ouverte. J'ai eu donc directement l'accès à mes diamants. Mais après, c'était à moi de trouver évidemment les ateliers, de trouver les fournisseurs, de trouver tout ce qui suit, hein, de trouver le packaging, de Ouais, trouver ouais. comment est-ce que j'allais faire pour vendre mon premier modèle, de trouver la clientèle, etc. Parce qu'il suffisait pas juste d'être baigné dans le secteur depuis toujours et faire du storytelling à côté de ça. Forcément, ça aide, mais c'était pas non plus voilà, l'élément numéro un pour Non. lequel j'ai lancé la marque non plus, quoi. Ok. Bah, du coup, c'est quoi l'élément numéro un? L'élément, franchement, c'était la motivation que j'avais et vraiment cette envie de me dire j'ai vraiment envie de me challenger et j'ai pas envie de travailler dans des grosses structures. Je me Mhm. voyais pas comme ça. Et je me souviens, j'avais cette peur de me dire je me lance et puis dans ce cas-là, dans ce genre de situation, j'ai quand même pas spécialement confiance en moi. Donc du coup, j'avais toujours besoin d'être un petit peu rassurée, d'être bien entourée, voilà. Et puis je me suis dit maintenant, bon voilà, j'ai toutes les cartes en main, il faut y aller. Donc je me suis lancée comme ça et sans vraiment avec les. Génial. Alors, donc, mais au moment où tu te lances, t'es toute seule. Ta petite sœur n'est pas Ouais, je encore suis toute là. seule. Donc, ok. Ouais. Dazibao. Pourquoi? Alors Que veut justement, dire Dazibao? On mais va commencer par là. c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est l'essence même de la marque du coup. En fait, Dazibao, c'est donc un journal collaboratif en Chine où justement, quand les gens étaient privés de liberté d'expression, ils allaient tous écrire leur façon, ce qu'ils avaient observé, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Et donc, c'était un point pour les gens, un point d'information où les gens pouvaient aller s'échanger des informations, s'inspirer de ce que les autres avaient écrit, voir un petit peu ce qui se passait. Donc, c'était autant quelque chose de très basé sur l'actualité, mais aussi où les gens pouvaient vraiment apprendre des histoires et connaître des faits divers, etc. Et donc en fait, l'idée de Dazibao, elle est née parce que j'avais commencé avec presque pas de budget, où le but était vraiment de faire une marque avec le moins de budget possible et pour évidemment prendre le moins de risques. Pour si ça foirait, je Ouais. savais retomber sur mes pattes.
Et donc, du coup, l'idée était de créer des bagues ou des colliers ou des bijoux sur mesure que le client pouvait donc créer lui-même avec le baseline You are the designer, we are the crafters. Comme ça, le client Ok. pouvait lui dessiner à 100% son modèle avec mon input. Mhm. Et ensuite, le bijou portait le nom de ce client et rentrait dans les collections permanentes. Donc ça permettait évidemment. Intelligent, parce que recyclable, entre guillemets. Exactement. Ça permettait du coup aux gens donc de pouvoir. C'était eux qui finalement donnaient leur design, mais moi, du coup, à moindre coût, forcément, j'avais un design en plus dans la collection. Et donc ça permettait finalement de un peu Génial. faire grimper ma collection et de, évidemment, à moindre frais, vu que finalement, c'était le client final qui avait le bijou, quoi. Donc voilà. Incroyable. Ouais, c'était Mais une donc d'abord, idée. tu dois te faire connaître, parce que pour que des clients viennent chez toi te demander de faire des bagues Tout à fait. et de réaliser un peu leurs œuvres, il faut que tu te fasses Il connaître. faut exactement. Et là, j'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée sur une personne qui m'a vraiment beaucoup aidée là-dedans. C'était André Senel, qui avait une agence de presse et qui s'appelle Luxury Approach Mhm. et qui croyait vraiment en les jeunes entrepreneurs. Et donc un jour, j'avais une discussion avec elle et elle m'avait dit, écoute, voilà, si jamais tu veux te lancer, c'est top. En plus, les bijoux, n'hésite pas, fais-le. Elle m'a bien poussée aussi dans le sens de me lancer. Elle m'a dit, je te soutiendrai à moindre frais. Donc du coup, j'ai pu aller à ces journées presse, j'ai pu aller, voilà, elle m'invitait, elle me disait tu peux passer, montrer tes bijoux, expliquer un petit peu aux journalistes, voir comment ça prend, etc. Et puis elle me disait tu as un concept assez original, donc ça pourrait potentiellement intéresser certains journalistes, ne fût-ce que pour écrire un article. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que comme du coup j'avais, on dirait, une value proposition qui était un petit peu différente de tous les marchands, enfin tous les personnes qui vendent des bijoux Ouais, aujourd'hui, ouais. donc du coup l'histoire intéressait derrière. Évidemment, il y avait aussi le storytelling derrière en disant mon beau-père était diamantaire, on était baigné dans le diamant depuis toujours, donc voilà, c'était deux éléments évidemment qui ont fait que ben, on a pu en parler, et que j'ai pu avoir du coup des accès dans la presse. Et c'est terrible comme la presse écrite a encore, enfin a et pour moi aura toujours énormément d'effets. Et donc du coup forcément j'ai pu avoir quelques chouettes parutions. Ou même avec des journalistes qui ont pris le temps de me rencontrer, d'écrire des articles après, qui ont intéressé quand même pas mal de lecteurs. Et suite à ça, du coup, bah, j'ai eu des commandes, j'ai eu des retombées très positives. Et puis, ça a été le début finalement de la marque en tant que telle, et qui est encore toute petite aujourd'hui par rapport à là où j'aimerais être dans quelques années, mais qui a clairement, c'est ça qui a clairement fait le début de Dazibao. Et je vais dans tous les sens, hein, du Non, coup, non, mais t'inquiète. du coup, Dazibao, c'est pour ça que ce mot, ce terme-là a été choisi pour la marque. Bah, c'est magnifique parce qu'on sent vraiment toute la passion. Et donc ça, c'est super chouette. Alors, avant de parler de tes plans futurs, on va revenir au tout début. Donc, combien de temps se passe entre le moment où tu lances et le moment où tu réalises ta première création? Est-ce que c'est long, pas long Alors ça a été, je dirais, donc j'en ai créé quelques-uns pour faire plaisir. Voilà, il y avait des amis à ma maman qui me commandaient quelque chose, etc. Donc voilà, c'était quelques petites créations, mais c'est pas, je compte pas ça vraiment comme le début. Non. Pour moi, le début, c'est les personnes externes qui me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam qui sont venues commander chez moi. Ça, pour moi, honnêtement, ça a pris quand même du temps. Je dirais que ça a mis un bon 6 mois. Et cette période-là a été très très J'allais te longue. demander comment t'as fait pour Ouais. tenir le coup pendant ces 6 mois-là. Ouais, cette période-là était très longue parce que, bon, au début, c'était tous des gens que je connaissais et puis je me disais, en fait, ça va juste s'arrêter à mon cercle proche. Oui. Donc, du coup, je me disais, voilà, finalement, il n'y aura pas tout le temps 36 000 occasions dans mes amis proches pour offrir des bijoux. Donc, c'était vraiment les amis des amis, etc. Et puis là, j'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis vraiment dit, c'est top parce que les gens me soutiennent dans mon entourage, mais je ne peux pas me limiter à ça. Et donc, du coup, voilà, à un moment, quand j'ai eu ces premières commandes, bah, c'était très flatteur et j'étais super excitée et j'ai voulu voilà, rendre l'expérience client la plus incroyable possible pour ces gens-là. Et c'est surtout aussi après ces 6 mois où j'ai commencé donc à faire de plus en plus de bijoux, mais j'ai surtout eu aussi une opportunité qui est arrivée pour quelqu'un qui m'a demandé de faire une bague de fiançailles. Et honnêtement, là, je pensais pas que j'avais les épaules pour, parce que je me dis, c'est quelque chose, bah, évidemment, avec un Ouais, prix ouais, bien beaucoup sûr. plus élevé, c'est quelque chose de beaucoup plus prestigieux, c'est pas ce que je faisais en termes de petites bagues, petits boucles d'oreilles, etc. Donc je me suis dit, waouh, ok, ça a été le projet le plus stressant, mais ça a été l'élément déclencheur, et c'est suite à ça que je me suis spécialisée dans les bagues de fiançailles. Et c'est vraiment ça qui a fait ma pub, et c'est ça qui a débouché vraiment sur un maximum de bouche à oreille, et qui a fait que Daziba aujourd'hui vend des bagues de fiançailles majoritairement sur mesure.
Donc Ok. voilà. Ah, donc tu as quand même une spécialisation. Donc, Exactement, les ouais. bagues de Les fiançailles, bagues c'est de fiançailles, vraiment. c'est vraiment notre core business. On fait donc un maximum, c'est vraiment ce qu'on travaille le plus. Alors on a deux services pour les bagues de fiançailles. On a donc des bagues de fiançailles que nous dessinons, que nous designons. Ça donc c'est maintenant ma petite sœur qui est en charge parce qu'elle s'occupe de toute la direction artistique. Et ensuite on a aussi des modèles qui sont sur mesure qu'on réalise donc avec le client, où le client nous donne en amont un budget. Moi je fais la recherche des pierres sur le marché. On lui présente différentes options de pierres. Ensuite, on dessine en 3D, on fait produire dans nos ateliers en verse. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment une histoire qu'on raconte ensemble avec le client final. Et c'est un processus sous plusieurs rendez-vous et qui se fait vraiment en quelques semaines, quoi. Et ça prend combien de temps pour réaliser une bague de fiançailles? Alors, entre le moment, je dirais, où le client a choisi sa pierre et le moment où il l'a, ça peut prendre que 4 semaines, entre guillemets, avec le design inclus. Mais parfois, le processus est un petit peu plus long, surtout quand on cherche des pierres un petit peu plus spécifiques, comme des pierres de couleur, par exemple, surtout si on veut un saphir, émeraude, rubis, des choses qui sont un petit peu plus techniques, parce qu'il y a plus de nuances que le diamant. Et ben là, dans ce cas-là, parfois, ça peut mettre jusqu'à un mois et demi avant que la cliente l'ait en main propre. Mais voilà, de façon, Donc, bon, ça va, c'est c'est nos pas délais. encore trop C'est pas trop encore long trop non plus, long, quoi. non, ça va. Ok, alors, rendre le bijou du luxe abordable, il faut compter combien comme ça pour une bague de fiançailles? Alors bon, évidemment, entre-temps, hein, il y a eu l'inflation, il y a eu la hausse du prix du diamant suite au Covid, etc. Donc je pense que maintenant, les prix ont de toute façon augmenté. Mais maintenant, on a de toute façon, nos entrées de gamme sont à 500 euros. Donc on est basé sur de l'or, toujours, on travaille que avec de l'or 18 carats et du diamant naturel. On ne travaille pas avec le diamant de laboratoire. Et donc du coup, voilà, on arrive à 500 euros pour nos premières pièces, pour nos pièces d'entrée de gamme. Et puis voilà, en fonction du budget de chacun, ben, on a C'est ça. différentes options, clairement. Ok, si aujourd'hui je te demande de réaliser un collier, est-ce que tu le fais aussi ou bien alors vraiment tu me dis non, c'est que des bagues? Mais tout à fait, on réalise encore tout, on fait encore les boucles d'oreilles, C'est ça. voilà, tout ce qu'on peut imaginer sur mesure, vraiment. Ok, alors ta sœur reprend la direction artistique. Du coup, toi, donc tu as déjà parlé que tu recherchais les pierres toi-même, tu vas te concentrer plus sur quoi? Je veux dire, dans ton cadre d'expansion et de développement, toi, tu es vraiment focalisé sur quoi? Alors bon, maintenant, moi, ce qui me prend le plus de temps, donc, c'est mes rendez-vous clients. Donc, honnêtement, C'est toi qui fais tous les rendez-vous clients? oui, voilà, ça, je mets un point d'honneur à le continuer parce que c'est la partie que je Mhm. préfère dans mon métier, honnêtement. Et donc, du coup, avoir ce contact, puis prendre les rendez-vous, faire le suivi client. Je fais la gestion de l'atelier aussi. Mhm. Voilà, où ça c'est technique, hein, tout ce qui est les entrées, les sorties de stock, et puis le check-up, je fais le contrôle de qualité aussi. Voilà, donc j'ai quand même 2 jours entiers où je dois vraiment consacrer à être à Anvers à l'atelier, travailler, regarder là, vraiment C'est ça. être sur le terrain, parce que je reste convaincue aussi que travailler donc un bijou, une fois on l'a modélisé en 3D pour le client, il faut vraiment que le rendu soit exceptionnel à la fin. Et franchement, ça se maintient à plein de tout petits détails. Et donc, du coup, je préfère aller vraiment suivre de A à Z et voir l'évolution du bijou directement pour être sûr que tout est sous contrôle. Donc ça, Magnifique. c'est le plus important aussi. Et puis alors, bon voilà, maintenant, moi j'aimerais bien, nous, notre but maintenant aussi, c'est donc de s'expandre dans différentes villes, parce qu'on a beaucoup de chance, parce qu'on est ici vraiment, on commence à être bien implanté dans Bruxelles. Et maintenant, l'idée, c'est donc d'ouvrir des pop-up éphémères en collaboration, ou bien parfois, voilà, là, on travaille sur une collaboration avec une designeuse belge. euh, qu'on adore, donc, qui s'appelle Charlotte Baud, qui elle est dans la maroquinerie, donc elle fait donc, tout ce qui est des sacs, et elle fait des foulards, elle fait vraiment Ouais, plein de ouais, j'ai super déjà belles entendu choses. son nom, ouais. Oui, ça mérite d'aller voir un tour parce que c'est vraiment superbe et très qualitatif. Et donc, du coup, avec elle, justement, là, on commence une première collaboration où elle nous ouvre les portes de sa boutique. Et on veut vraiment partager un petit peu les deux marques. On a un peu le même public cible. Donc, ça, c'est une chouette opportunité. C'est déjà un chouette projet. Et puis ensuite, on a aussi encore l'idée de faire du B2B maintenant aussi. Et puis aussi de travailler et de créer. On est occupé aussi maintenant à mettre ça en place pour nous créer des bijoux, donc que notre atelier crée aussi des bijoux pour différentes bijouteries. Donc ce sera entre guillemets des produits blancs, donc sans la marque, mais pour qu'on ait aussi tout ce côté-là qui se développe davantage aussi, vu qu'on a l'atelier, l'expertise derrière, et puis
voilà, les mains incroyables qui travaillent, quoi. Donc, ouais. Magnifique. Tu as une boutique toi-même ou un atelier Non, alors, Où est-ce que tu reçois tes clients? on les reçoit donc dans le bureau à Anvers, ou Mhm. bien on les fait sur rendez-vous. Donc parfois ça se passe à Etterbeek où on a encore un bureau là-bas. On a un bureau Ok. qui est donc aussi ouvert sur rendez-vous. Et puis parfois je reçois aussi chez moi à domicile. Mais ça c'est plus quand je connais via et Oui, que c'est ça ça. arrange un peu tout le monde pour autre. Ben voilà. Ok, Ouais. mais donc principalement Anvers Au et Etterbeek, ouais. Etterbeek, quoi. Ouais. Ok, alors bon, on en a un petit peu parlé en off avant, toi et moi, les réseaux sociaux, parce que donc tu as parlé de l'importance de la presse écrite. Mhm. Quelle est la place au fond des réseaux sociaux pour Dazibao? Mais justement, là, on est en train de commencer une campagne média qui commence en octobre et ce sera la première. Parce que du coup, moi, c'était finalement quand j'étais toute seule, j'avais jamais sponsorisé le compte Instagram. J'ai vraiment laissé ça de façon très organique. Mais on a quand même une chouette communauté parce qu'on a plus de 6000 followers Ah, sur quand même. Instagram. Ouais, Ouais, ouais. qui sont enfin, c'est vraiment des gens qui sont vraiment intéressés vu qu'il n'y a rien eu de payant depuis le début du Ouais, compte. et des clients. Et donc, c'est des clients Mhm. satisfaits. Et puis, c'est dingue de voir le nombre de vues sur les stories par rapport au nombre de followers. Et puis, Mhm. c'est des gens qui interagissent énormément et dès qu'on met une petite story ou quoi, qui commentent. Et c'est vraiment des clients qui sont super bienveillants et qui donnent toujours des super chouettes petits commentaires. Donc, c'est très chouette. Et ça, évidemment, maintenant, comme on va passer avec du payant, bah, ce sera moins ce petit côté familial que j'aime beaucoup sur le compte maintenant. Mais du coup, c'est plus vraiment moi qui gère les réseaux sociaux. Donc, je reste un peu en dehors de tout ça. Ma sœur, pour l'instant, le fait. Mais donc maintenant, on travaille avec une agence aussi qui le fait pour, euh, voilà. Parce que je reste convaincue que c'est un métier à part entière, vraiment. Métier à part entière. Et je Je pense suis que tout à fait d'accord. si on investit de l'argent dedans, je pense qu'on peut très vite mettre des sommes astronomiques dans quelque chose. Et si on le fait pas bien, bah, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Alors que si on le fait bien, je pense que justement, Ah, c'est... Oui, oui, ça oui. peut être merveilleux, quoi. Donc, Non, je suis tout à fait d'accord avec ouais. toi. Bah, donc, du coup, tu as beaucoup parlé de ta petite sœur. Travailler en famille, ça se passe comment? Mais il faut savoir aussi que je travaille du coup à Anvers. Mon fournisseur, c'est mon beau-père et mon fiancé. Ok. Donc du coup, on est vraiment Bah, famille-famille. c'est magnifique. Mais c'est super, ça a une super chouette dynamique. Et c'est surtout, c'est très bien dans le sens où quand j'ai des doutes, quand j'ai vraiment des moments de down, parce que j'en ai beaucoup eu honnêtement, du coup, eux sont finalement dans mes chiffres et dans le business et eux ont justement voilà, ils arrivent à me dire à chaque fois en disant mais allez, t'as quand même déjà bien commencé, regarde ce que t'as réussi à faire, regarde le chiffre d'affaires, regarde ça, etc. C'est quand même bien, n'abandonne pas. Donc, je pense que si jamais c'était pas des gens de ma famille, ils me le diraient pas comme ça, ils seraient peut-être un peu moins motivants aussi. Donc ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup de plus. Et puis l'ambiance au travail est chouette. Évidemment, parfois, il y a un peu on traite sa famille toujours un petit peu différemment que des collègues, Ça, c'est mais sûr. on essaie de bien scinder et puis d'avoir les moments où on travaille vraiment en pur et dur ensemble avec ma sœur. Et puis on a des moments où on va juste boire un verre ensemble ou boire un café ou on parle d'autre chose et on essaie vraiment de scinder un maximum, les deux. Ok, bah Voilà. écoute, top, ça a Je l'air touche de... du bois, pour l'instant ça va. Donc Donc tu conseilles, quoi. moi franchement, je pense que si on s'entend bien de base et que surtout en fait ce qui est le plus important c'est d'être complémentaire. Parce que ma sœur a exactement ce que moi j'ai pas. Et donc du coup, c'est pour ça que bah, il faut... Voilà, si jamais pour faire le même travail à deux, ça n'aurait pas été possible, ça c'est clair. Mais finalement, quand il y a de la complémentarité, oui, je le recommande vivement. Ah, C'est magnifique. chouette. Tu as parlé bah, du coup de tes plans futurs. Comment tu vois l'expansion de Dazibao? Mais du coup, là, on travaille sur une levée de fonds. Ah, ok. Oui, donc du coup, c'était déjà quelque chose que j'avais en Mhm, tête depuis un petit temps, parce que moi j'ai eu une grosse, grosse période de remise en question parce que je stagnais mhm. et c'était très compliqué pour moi. Et donc du coup, je me suis vraiment dit, là maintenant, en fait, j'ai atteint ce que je pouvais faire. Si jamais j'ai pas d'argent à investir maintenant, je vais stagner, je vais rester une petite marque pas spécialement connue aux yeux de tout le monde non plus. Voilà, j'ai atteint ma capacité aussi, moi, pour travailler. J'ai atteint, voilà, je sais atteindre ce nombre de rendez-vous par jour. Donc voilà, à un moment, je me suis vraiment dit, je peux pas faire plus. Donc, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être une marque à part entière et de travailler et de mettre tout en œuvre pour pouvoir en devenir une? Ou est-ce que j'ai envie de rester comme ça voilà. C'était un petit peu le gros point d'interrogation. Et finalement, en fait, j'ai quand même beaucoup plus d'ambition
pour le futur. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y a rien à faire, mais aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'augmenter et de grandir si jamais on n'a pas les fonds qui vont avec. Donc, forcément, c'est le passage obligatoire et je pense le passage qui va aussi dénouer un certain. Voilà, la situation actuelle aussi, c'est le fait de lever des fonds, clairement. Ok. Tu en es où là dans cette levée de fonds? Ben, on est en train de rencontrer des personnes. On essaie d'abord le faire via des business angels, honnêtement. Ouais. L'idée aussi, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui peut absolument et prend le temps aussi de nous coacher, parce qu'avoir les fonds, c'est une chose, mais voilà, les gérer, c'est une autre. Et moi, j'ai absolument pas le profil financier, mais loin, loin de là. Donc du coup, forcément, il faut se faire bien entourer. Donc c'est pour ça, on essaie de trouver le bon combo parfait entre des gens qui peuvent donc nous aider sous un petit peu enfin, sous toutes les formes, quoi. Donc, voilà. Génial. Tu as dit que tu avais eu quand même des périodes vraiment de down. Quels seraient les conseils que tu donnerais aux entrepreneurs qui se lancent ou voilà, aux startups qui connaissent justement ce genre de down en ce moment? Mais moi, justement, c'était ma grande sœur à ce moment-là qui m'avait dit mais enfin, arrête de douter, tu fais ça si bien. Pense un petit peu à toutes les belles choses que tu as déjà réalisées, à tous les gentils commentaires que tu as déjà eus, à tout ce que tu as déjà fait. Enfin, je veux dire, elle me disait, tu venais de rien, tu t'es lancée toute seule. Pense un petit peu à tout le cheminement. Et elle me disait, tu dois pas tout le temps regarder juste le résultat, tu dois quand même regarder tout le processus. Et c'est vrai que là-dedans, c'était un bon conseil qu'elle m'avait donné parce que c'est vrai que moi, finalement, je me disais, oui. Oh, j'aimerais bien euh, avoir une beaucoup plus grosse marque, avoir eu déjà des boutiques, être beaucoup plus connue, etc. Et donc, j'arrêtais toujours, enfin, j'arrêtais pas dans cette période-là vraiment de m'auto-rabaisser, de me dire, c'est pas encore assez bien ce que j'ai fait. Et en fait, je pense qu'il faut juste à un moment lâcher prise et se dire que tout ce qu'on a déjà fait, c'est top, qu'on a encore le temps qu'il faut et les années qu'il faut devant soi pour pouvoir agrandir, qu'il ne faut pas toujours comparer avec les autres marques qu'on voit, avec les autres entrepreneurs qu'on rencontre, voilà, et qu'il faut ouais, relativiser, prendre du recul un maximum. Et puis moi, c'est ce que je me dis aussi à chaque fois, je me dis, voilà, au pire, si jamais ça marche pas cette fois, bah, ça marchera la fois prochaine. Et voilà, et de toute façon, à chaque fois un échec ou quelque chose qui s'est mal passé, c'est une opportunité pour mieux rebondir. Donc voilà, c'est garder la confiance, même si c'est plus difficile Ouais, à bah, faire que... Ouais. maintenant tu tiens quand même déjà depuis 6 ans, donc c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu montres que tu sors ton épingle du jeu. Aujourd'hui, c'est qui tes grands concurrents? Alors, du coup, pour tout ce qui est fiançailles, les clients qui viennent chez moi vont beaucoup chez les zen aussi, voir un petit peu Chez quoi? chez les zen, Mhm. parce qu'ils Ah font oui, du les jeunes, oui, sur-mesure. oui. Il y a aussi pas mal de personnes qui vont dans des bijoux qui sont eux déjà faits. Donc voilà, les clients souhaitent viennent chez moi pour du sur-mesure quand ils se sont inspirés. Et parfois, ils vont souvent s'inspirer aussi chez Pauline Jewelry Box parce qu'elles vendent toutes des bijoux qui sont donc anciens. Vraiment, elle a une superbe collection. Ça mérite d'aller voir un coup d'œil parce que c'est plein Je vais aller voir. de modèles anciens. Et donc oui, ça c'est aussi souvent, je dirais, un concurrent. Et encore une fois, pour moi, c'est pas concurrent, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pour moi, Non. c'est là où les gens vont s'inspirer, vont regarder. Euh, puis voilà, donc ça, je dirais. Et puis aussi, ben, il y a rien à faire. Des plus grosses marques aussi, comme par exemple Tiffany Co, qui sont donc vraiment eux connus spécialisés dans les bagues de Oui. fiançailles. Et donc forcément, souvent, ben, les gens, il y a parfois des gens qui me disent encore, je sais que le prix de mon diamant sera beaucoup moins cher et plus abordable chez vous, mais on tient vraiment à avoir le bijou Tiffany et Ouais. avec toute l'expérience client. Et voilà, donc ça, c'est pour ça qu'on peut le considérer aussi. Après, il y a Gemio. Donc Gemio, C'est Pauline Legnaud. Pauline Legnaud, oui, Ah tout oui, à tout à fait. fait. Où ça, j'ai aussi pas mal de clientes qui me mentionnent du coup la marque. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une marque, mais ça c'est c'est pas vraiment dans la même gamme parce que c'est du diamant de synthèse, mais c'est Kimae, je sais pas comment, Kimae, je crois qu'on le prononce. Et donc elles font donc du lab ground, donc c'est des diamants de synthèse. Elles ont des designs vraiment superbes aussi. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des inspirations générales que les clients ont un peu en tête ou ont vu sur Instagram, etc. Parce qu'elles performent énormément sur Instagram. Et donc du coup, ouais, il y a ça aussi. Ok. Donc en général, les Zen, Gemio, Kimai, c'est ce qu'on entend. Alors je voyais justement, maintenant que tu me parles de Gemio, ils ont lancé une gamme de montres.
Oui. Est-ce que toi aussi, ça fait partie un petit peu de tes rêves ou ambitions? Alors, j'adore les montres, mais non, je me vois pas là-dedans. Non, moi, j'ai vraiment envie de rester donc dans tout ce qui est bijouterie, vraiment dans les bijoux, donc Pas tout ce qui est d'horlogerie. bague, ouais, pas d'horlogerie. J'ai pas, voilà, je trouve que. Puis même, je pense que jamais on aura enfin, voilà, c'est un autre secteur pour moi. Un autre secteur. C'est pas vraiment la même chose. Non, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, donc non, ce sera pas pour nous. Ok. On a parlé de toi dans tes downs, on va dire. Maintenant, pour ceux qui ont envie de se lancer, et ce sera un petit peu la dernière partie ici, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que ce sera un peu comme ton prof qui t'a dit lance-toi, va pas travailler, rentre pas dans une routine avec voiture, package salarial, voilà, une sécurité. Est-ce que toi, c'est vraiment le même conseil que tu donnerais, ou alors est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou modifier? Après, ça, c'est un conseil qui va bah, pour les jeunes, justement, qui se lancent maintenant. Ouais. Mais après, je reste convaincue qu'il y a toute une partie aussi de. Il y a pas mal de femmes ou d'hommes, mais surtout, j'entends souvent des femmes qui veulent se lancer après justement avoir eu leur premier enfant, après avoir travaillé dans des grosses boîtes, etc., qui ont un petit peu fait le tour. Mais pour moi, justement, là, il n'y a pas de, il y a jamais de deadline, il y a jamais de, c'est jamais vraiment le bon ou le bon moment de se lancer. Je pense que de toute façon, c'est quand on le sent, quand à un moment on en a ras-le-bol du cas dans lequel on est et qu'on sent que on a cette petite voix interne qui dit ah, il faut faire quelque chose, faut juste y aller quoi, sans se poser trop de questions. Faut y aller, faut Faut y aller. écouter la Ouais. voix interne. Ouais. Et de toute façon, on rebondira toujours sur ses pattes, donc voilà. Super. Ah bah écoute Camille, ceci marque la fin de notre épisode. Bah, avant tout, je voudrais te remercier et te souhaiter beaucoup de succès. Merci beaucoup, c'est très Je vais gentil. aller faire moi-même quand même un petit tour de nouveau. Alors, je vais plus me fiancer, normalement, si tout va bien. Mais on ne sait jamais que je craque pour quelque chose d'autre. Ah ben, écoute, il y a plein de célébrations, de beaux moments qu'on peut célébrer avec un bijou, donc Ah, et en voilà. tout cas, pour tous les auditeurs qui souhaitent faire une demande en fiançailles ou Bague de faire un projet, naissance, bague de bague pour naissance, les 30 ans, voilà. il y a plein. Camille se tient à votre disposition avec Daisy Bao. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci mille fois, hein. Au revoir.